Bonsoir. Vous allez bien? Encore un peu d'énergie? Je vais essayer de ne pas vous endormir, on va essayer d'être concis, on va essayer d'être percutant dans les messages. Et on va parler de stratégie. Je vais vous parler de stratégie et je vais un peu vous raconter mon histoire, un petit peu au début. Qui a 40 ans ou plus dans la salle? Ah, c'est bien, parce que des fois je donne des confs dans des DevFest et puis du coup il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent et je me sens seul. Vous vous souvenez ce qu'on vous a dit quand vous avez commencé l'informatique? Vous êtes lancé en informatique. Moi on m'a dit, il faudra vite que tu deviennes chef parce que l'informatique ça va très vite, le marché est concurrentiel, après on est vite dépassé. Et à 40 ans on est dépassé. Bon. En 2017, j'ai eu 40 ans et je suis rentré chez Octo Technologies. Mon but, c'était d'avoir toujours une espèce de coup d'avance, de comprendre ce qu'on pouvait faire pour rester vendable, pour rester sur ce marché concurrentiel, pour avoir des choses à faire. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller chez Octo Technologies, there is a better way. Donc à mon avis, ils sont des gens comme ça, et c'est vrai, des gens comme ça. J'y suis toujours. Et en 2007, mon coup d'avance que j'avais envie de faire, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'était de monter du SRE. Alors, pourquoi je voulais monter du SRE? Moi, j'avais fait de l'ingénierie système quand c'était la mode. J'ai fait du DevOps quand c'était la mode et j'étais persuadé en 2017 que le SRE, c'était l'avenir du DevOps. On allait faire des choses vraiment, vraiment formidables. Et Google venait de sortir un livre. Donc je me suis dit, Google sort un livre, je vais monter une offre SRE, je vais aller faire ça chez Octo, ça va être vraiment génial. Et donc, j'ai fait ce que font les consultants, j'étais rentré chez Octo, j'ai consultant pour m'aider à décider, pour m'aider à convaincre. J'ai fait un SWOT. SWOT, c'est l'outil de décision. Donc dans les forces, j'avais le fait que le SRE, c'était fait par Google. Dans les faiblesses, c'était fait par Google. Ils ont des problèmes que j'avais pas forcément. En opportunité, il y avait la Google Cloud Platform, donc c'était pas mal de faire du SRE parce que c'était fait par Google. En menace, ils avaient une offre de Customer Reliability Engineering, donc en menace, j'avais Google. Je n'étais pas avancé. Je n'arrivais pas forcément à me décider. J'étais pas avancé et j'étais perdu. J'étais perdu. Pourtant, face aux technologies, j'étais pas plus avancé. Vous êtes ici, dans la jaque d'Internet. Voilà. Donc, j'ai fait ce que font les cool kids. Je suis allé en conférence. Il y a un rafraîchissement qui n'est pas bon. Je suis allé en conférence voir, hop, je vais cacher ça, voir ce monsieur qui s'appelle Marc Burgess. Marc Burgess a inventé, fin 90, dans les années 2000, un logiciel qui s'appelle CF Engine. C'est l'inventeur de la gestion de configuration. En termes d'innovation, il sait de quoi il parle. En termes de coup d'avance, il était pas mal. Moi, je suis là, ici, là, tout en bas. On m'a dit de pas trop me déplacer. Je suis là tout en bas. Et là, j'écoute ce qu'il dit. Et là, sur l'écran, comme je suis en train de présenter là, Marc Burgess nous présente une espèce de drôle de tableau. Et il nous dit, ça, c'est le système de Simon Wardley. Et il nous dit, Simon Wardley a un système de cartes que je trouve super intéressant pour parler de technologie. Alors, si Marc Burgess, pionnier de l'innovation, qui a inventé la gestion de configuration, trouve que ça c'est intéressant, moi qui cherche à m'orienter, moi qui cherche à décider où je vais aller, il faut que je regarde ces histoires de cartes de Wardley. Et donc, je rentre chez moi et je réfléchis, je commence à regarder les écrits de Simon Wardley. Donc les écrits de Simon Wardley, c'est qui? Simon Wardley, c'est un ancien CEO. Donc je trouve c'est un ancien CEO qui avait besoin de prendre des décisions. On lui demandait
Quelles décisions devons-nous prendre stratégiquement pour amener la société demain dans son meilleur placement de marché. Il a aidé également Canonical à pénétrer le marché du cloud. Alors c'est rigolo parce que si je vous raconte l'histoire, c'est pour vous donner un peu de crédit aux écrits de Simon Warley, parce qu'il a proposé un modèle. Mais il a aidé Canonical à rentrer dans le cloud. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on kickstartait une machine sur le cloud, on mettait du Red Hat, on mettait des choses comme ça. Maintenant, on met de l'Ubuntu presque par défaut. Ça, Simon Warley, il a aidé Canonical à faire de la stratégie. Et donc Simon Warley se dit, bon, la stratégie c'est bien, il me faudra un modèle pour réfléchir à la stratégie, parce que sinon on fait beaucoup de décisions un peu au pif, on ne sait pas où on va, ça ne nous aide pas, et puis on se retrouve à faire du SRE quand c'est pas la mode. J'en ai d'autres, des exemples comme ça. Moi j'ai appris FreeBSD parce que j'étais persuadé qu'il allait détrôner Linux. Je sais pas, il y en a qui utilisent FreeBSD? Non, toujours pas. Donc bref, Simon Warley, pour trouver son modèle de gestion de stratégie, il va s'inspirer des stratèges militaires, parce que la stratégie, ça vient quand même de chez eux, et donc il va s'inspirer des stratégies militaires pour se forger un modèle de décision. Et c'est ce modèle de décision que je vais vous décrire dans le reste de cette présentation. Parmi les stratégies, il s'inspirait de ce personnage. Savez-vous qui est ce personnage? Sun Tzu. Voilà, Sun Tzu qui a écrit L'Art de la guerre. Merci Philippe. Donc Simon Warley s'est dit, je vais chercher la stratégie, je vais remonter un peu loin, je vais lire les écrits de Sun Tzu, je vais lire L'Art de la guerre. Ça a l'air d'être un ouvrage de référence sur la stratégie. Et donc il lit L'Art de la guerre et il apprend des choses, Simon Warley, en lisant L'Art de la guerre. Il apprend que, avant Simon Sinek, qu'il faut commencer par pourquoi. Vous êtes resté jusque-là pour apprendre ça. Il apprend qu'il faut commencer par pourquoi, mais qu'il n'y a pas un pourquoi. Il n'y a pas un seul pourquoi, mais lequel? Ah, il y a deux pourquoi. On ne l'a pas dit ça. Simon Sinek ne l'a pas dit. Lequel? Il y a un pourquoi pour définir notre but. C'est simple, Sun Tzu, son but, c'est d'aller conquérir le territoire ennemi. Vous jouez aux échecs, votre but, c'est de capturer le roi adverse. Et il y a un pourquoi pour orienter nos actions. Vous jouez aux échecs, pourquoi est-ce que vous allez bouger votre fou là? Pourquoi vous allez bouger votre cavalier là? Ce n'est pas directement pour aller capturer le roi. Vous avez votre pourquoi de mouvement. Vous savez que vous le faites pour aller protéger votre reine qui, in fine, va capturer votre roi. Vous avez donc deux pourquoi. Et donc ça, c'est la première révélation. Et donc Simon Warley se dit, de ça, maintenant que j'ai cette idée-là, et en prenant les écrits de Sun Tzu, je vais réfléchir à ce que c'est la stratégie. Alors on l'a dit, ici on a notre... Ah oui, il faut que j'affiche le truc. Hop. On a notre why of purpose. Hop. Et ici, on va faire un cercle et on va avoir notre why of movement. Et donc, Sun Tzu dit, par rapport à ça, dans l'art de la guerre, il y a des choses vraiment importantes à voir. Sun Tzu dit, pour aller conquérir l'ennemi, premier mouvement, pour pouvoir faire des mouvements efficaces, il va falloir comprendre le paysage. Ensuite, il va falloir comprendre le climat. Alors, le paysage, c'est quoi? Le paysage, c'est la représentation des rivières, des montagnes. Ça va nous aider à faire nos mouvements, à bouger notre armée, parce que on ne peut pas passer par là parce qu'il y a une rivière, ou alors on peut passer parce qu'elle n'est pas très profonde, il y a une montagne. Le climat, c'est quoi? Le climat, c'est l'ensemble des choses qui vont influencer nos actions, quoi qu'on fasse. Donc pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que vous avez compris le climat, vous avez compris le paysage. L'armée peut passer. Il y a une petite rivière, mais on traverse. Mousson, paf, ça monte, quoi qu'on fasse, on ne passera plus. Donc deuxième système, à comprendre le climat. Donc le paysage, le climat. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la doctrine. La doctrine, pour gérer notre armée, c'est un ensemble de principes universels. Un ensemble de principes qu'on peut adopter, qu'on peut appliquer, quelle que soit la situation. Dans l'armée, les systèmes de commandement, c'est un principe universel. Connaître son ennemi, c'est un principe universel. Alors que c'est simple. Pour citer des proches, l'ennemi est bête, c'est un principe universel.
Il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Une fois qu'on a la doctrine, il faut faire preuve de leadership. Sinon, on n'a pas de mouvement. Et enfin, on a l'action. Et donc ça, c'est le cercle stratégique de Simon Warley. On a les deux pourquoi, le why of purpose, et on a le why of movement. Alors il ne s'est pas contenté d'aller chercher un modèle dans l'ancienne Chine, il a regardé si on pouvait adopter des modèles plus récents, et là finalement on a une phase d'observation, ici on a une phase d'orientation, et puis une phase de décision, une phase d'action, et on retrouve l'OODA Loop du colonel John Boyd. Le point de départ de tout ça, c'est ici, comprendre le paysage. Parce que les climatic patterns, c'est bien gentil, mais la mousson, si on n'est pas dans la région qui va bien, si on n'a pas le paysage, ça ne nous aidera pas. Donc, les doctrines, les principes universels, c'est bien, mais si on n'en fera rien si on ne connaît pas le paysage, on n'ira pas à la guerre. Le leadership et les actions, donc il faut comprendre le paysage. Alors, je vais vous faire, j'ai une version un peu plus jolie de ce dessin. Hop, et hop. Voilà. Tic. Donc voilà, pardon. Je reviens en arrière. Voilà la version plus jolie. Voilà le cycle stratégique de Simon Warley. Voilà ce qu'il a posé comme modèle stratégique en lisant les écrits de Sun Tzu. Le paysage, le climat, les doctrines, le leadership. Et le jeu, le purpose, le why of purpose, les règles du jeu. Alors c'est important parce que on ne définit pas une stratégie si on ne connaît pas les règles du jeu. Là, on va parler de mise en mouvement, on va parler de beaucoup de choses. On va oublier les règles du jeu, mais très souvent, quand on va voir des entreprises, on nous dit oui, c'est quoi le prochain coup, comment on peut avancer. Alors on peut faire tout le paysage qu'on veut. Si on ne connaît pas les règles du jeu, si on ne connaît pas notre marché, si on ne sait pas où on va, ça ne nous aidera pas. Donc voilà. Donc, prenons la notion de paysage, et là on va quand même arriver à la notion de carte. Comment est-ce qu'on représente le paysage ? Parce qu'un paysage, c'est bien gentil, mais représenter un paysage, il nous faut une représentation abstraite pour pouvoir l'utiliser. Et c'est là où vous le voyez venir. On va parler de cartes. Merci ceux qui ne dorment pas. On va parler de cartes. Et donc, pour représenter notre paysage dans notre monde concurrentiel, pour prendre des décisions, pour savoir qu'il ne faut pas faire de FreeBSD et qu'on peut faire du SRE, qu'est-ce qu'on va donner comme caractéristiques ? C'est quoi les caractéristiques d'une carte ? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, alors, j'affiche ça, je vous ai dit, ici, j'étais perdu. Je suis perdu pourquoi ? Parce que je ne peux pas savoir où je vais. Pour savoir où je vais, il faut que je m'oriente. Et pour m'orienter, il me faut un repère, une boussole. Là, je peux savoir que si je vais en haut, je vais vers le nord. Si je vais en bas, je vais vers le sud. À gauche et à droite, je suis un peu dyslexique, je ne jouerai pas à ça. Donc ça, c'est le premier élément. Dans une carte, il faut un repère. Un repère qui va nous guider. Mais ça ne suffit pas. Parce que je ne peux pas évaluer les choses, je ne peux pas savoir où je suis, je ne peux pas savoir où je vais, si je n'ai pas de consistance de mouvement. Bientôt 18h, je parle de consistance de mouvement. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer. C'est quoi la consistance de mouvement ? C'est très simple. C'est le fait que les distances que je vais représenter sur ma carte correspondent aux distances de la vraie vie. Je m'explique. Je suis lillois, je ne vous l'ai pas dit, vous le savez maintenant. Si je vous mets ici Lille, et si je vous mets ici Paris, ben là, avec le repère et avec la consistance de mouvement, vous savez où je suis. Tout à l'heure, j'étais perdu. Rien qu'avec ça, je le suis un peu moins. Donc une carte de Warley, une carte, c'est quoi ? C'est deux outils, un repère et une consistance de mouvement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on applique ça ? Ces deux concepts-là à notre système qui va nous permettre de représenter le marché pour prendre des décisions éclairées et éviter d'être un informaticien quadragénaire perdu, qui fait encore du COBOL. Rien contre le COBOL. Mais... Alors, la stratégie d'abord. Alors, je ne vais pas changer de page. Hop. La stratégie, c'est... Je reviens, je suis allé trop vite. La stratégie, c'est l'utilisateur et son besoin. Alors là, on en a parlé ce matin. Si vous étiez bien attentif, Greg en a parlé.
dans le talk avec Boremi. Connaissez vos clients. Le client, l'utilisateur, son besoin, c'est vraiment important. Alexandre en a parlé aussi, enfin, tout le monde va vous en parler, en tout cas. Tous les consultants Octo que vous allez croiser vont vous en parler, et tous les bons consultants vont vous en parler en général. L'utilisateur et son besoin. Donc l'utilisateur et son besoin, ça va être notre boussole. On va partir de l'utilisateur. Hop. Donc mon utilisateur, qui a besoin de quelque chose. Alors imaginons qu'il a besoin d'un système de... il a besoin de remplacer son conseiller en magasin, de vouloir avoir un conseiller numérique. Et on va se dire, et après on va décliner une chaîne de valeur. On va se dire, conseiller numérique, ce dont il a peut-être besoin, c'est d'un chatbot. Et ce chatbot, il va avoir besoin de quoi? Aujourd'hui, on va dire c'est la mode, il va avoir besoin d'un LLM. Je vais faire l'introduction pour la grosse conf demain. Et puis ce LLM, il va avoir besoin d'un entraînement. Bon, je ne vais pas l'écrire. Là, ce que vous voyez, c'est que ici, le LLM, par rapport à mon utilisateur, il a 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, il est assez bas. Et donc, le premier axe de la carte de Wardley va nous permettre de positionner différents composants en fonction de leur importance et de leur visibilité par rapport à l'utilisateur. Pourquoi je vous explique ça? Parce que si demain, mon utilisateur, mon conseiller numérique, il a besoin d'utiliser des données internes de son entreprise, des data, ici, il va se dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'un RAG. Et puis du coup, mon conseiller numérique, vous voyez, on fait 1 saut, 2 sauts. Et le RAG, que certains verront demain, il devient vachement plus visible, il a vachement plus de valeur que mon LLM. Donc ça, c'est le premier outil. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, parce que c'est juste un échafaudage, en fait, finalement, on n'a pas de notion, puis c'est un peu couru, on a l'habitude. Le deuxième élément, deuxième outil, c'est, hop, décidément, c'est l'outil pour représenter le mouvement. Et alors là, c'est le modèle qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc si vous n'avez pas bien compris la chaîne de valeur, on peut en reparler, c'est pas grave. Si vous avez encore un petit peu d'intention à maintenir, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour représenter le mouvement? Simon Wardley a fait des études. Qu'est-ce qui se passe? Tous les composants évoluent. Tous les composants évoluent dans le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire comme décision? Une décision, c'est quoi? C'est un pari sur l'avenir. Donc il faut être capable d'analyser l'évolution des composants, peut-être de la modéliser pour comprendre notre composant d'aujourd'hui, où se situera-t-il demain en fonction de l'offre et de la demande. Et pour faire ça, Simon Wardley a posé un modèle qui est établi sur des données. Ce modèle, alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Start with Why. Peut-être vous avez vu le talk de Simon Sinek là-dessus. Il nous parle à un moment de la diffusion de l'innovation, de Moore. Et donc, Simon Wardley se dit, je vais faire une analyse de beaucoup de choses et je vais regarder ce qui se passe en termes de diffusion de l'innovation et en termes de certitude. Alors, certitude, ça vient de la matrice de Stacy en disant, est-ce qu'on peut être certain, quand on lance un produit, que ça va fonctionner? Quel est mon niveau de certitude quand je dis que FreeBSD va vaincre Linux? Quel est mon niveau de certitude quand je dis le SRE va remplacer le DevOps et va être à la mode dans une conférence en 2024? Donc Simon Wardley fait une analyse, et il se trouve que, en fonction des différents éléments qu'il retrouve, on a une courbe en S qui apparaît comme ça. La courbe en S, alors la diffusion, c'est quoi? Ici, plus on est haut, plus le système est répandu. Donc c'est la diffusion de l'innovation. Ici, on est 0 et 100% de marché. Ici, on lance l'iPhone en 2007. Ici, on a l'iPhone ou le smartphone aujourd'hui. Voilà, tout en haut, ici, il est tout en haut. Tout le monde en a un. La certitude, c'est est-ce qu'on est sûr que ça va marcher? Alors là, ici, on n'est pas du tout certain. Ici, un smartphone, au niveau certitude que ça va marcher, que les gens vont en avoir, on peut être à peu près certain aujourd'hui que l'iPhone, ça marche. Et on voit cette courbe-là arriver. Donc ici, cette courbe, elle suit ce modèle-là. Ici, on est dans un niveau... On a un premier stade où on a un niveau d'incertitude avancé. On est quelque chose qui state, on cherche, on ne sait pas trop où on va. Ici, on a une coupure. Ici, on a un deuxième niveau. On a un stade 2 de l'évolution. Là, on commence à
Ça commence à être accepté, les gens commencent à s'en servir, mais au niveau certitude, on n'est pas encore au top. Ici, on continue d'avancer et on gagne pas mal en certitude. Et à la fin, ici, tout le monde en a un et puis on devient vraiment commoditaire. Et donc, on a 4 stades d'évolution que je représente, que j'ai écrit de cette manière. Il y a un peu de latence. On a 4 stades d'évolution et si on les aplanit, qu'on les met sur un axe horizontal, hop, ici, on va se retrouver. Alors, souvenez-vous, on a notre axe vertical. Voilà. Ici, on va mettre notre axe horizontal avec 4 étapes d'évolution. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Alors, c'est quoi ces 4 étapes d'évolution ? On leur donne des étiquettes. Et si vous avez déjà regardé, vu, entendu parler d'une carte de Wardley, on leur donne des étiquettes. Quand on parle de composants, on va parler de choses qui sont en genèse, de choses qui sont en custom, des choses qu'on va crafter à la main, des choses qui deviennent un produit ou des choses qui deviennent une commodité. Ce ne sont que des étiquettes. Ça marche. Les systèmes d'évolution des composants fonctionnent également pour les pratiques. Une pratique, ce n'est pas une commodité. On a une pratique qui est nouvelle, on a une pratique qui est émergente, on a une pratique qui devient une bonne pratique et on a une pratique qui devient globalement adaptée, qui est une meilleure pratique. Et donc, ce sont juste des labels. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on commence à se dire que dans notre cohérence de mouvement, on va pouvoir comparer des choses. Je vais pouvoir comparer l'automobile et Docker. L'automobile a 100 et quelques années d'existence. Docker en a 10-15. Mais ils ont quand même suivi le même chemin dans le modèle. On est passé de quelque chose qui était en genèse, que personne ne possédait, que personne ne voulait, à quelque chose qui est devenu commoditaire. Docker, c'est la même chose. Et je peux les placer sur une même carte. La cohérence de mouvement me permet d'avoir ça. Et donc voilà, une carte de Wardley, c'est quoi ? Hop, je regarde le temps. Une carte de Wardley, c'est ça. Ces 2 axes sont plus jolis que mon dessin. À quelque chose qui est en genèse, n'oubliez pas, ce sont que des étiquettes. On part de quelque chose en genèse, custom, produit, commodité. Donc là, ça fait une bonne dizaine de minutes que je parle pour présenter juste ça. Alors, la simplicité, c'est complexe. Mais ce n'est pas juste ça que je vais vous montrer, parce que ça, vous allez le trouver sur Internet. Ça, c'est une carte de Wardley. Ce dont je veux vous parler maintenant, c'est comment on exploite la carte de Wardley. C'est la cartographie de Wardley qui est intéressante. C'est celle qui va nous permettre de prendre des décisions, parce que là, j'ai posé des choses, c'est gentil, je pose des composants, mais j'en fais toujours rien. Donc à partir de maintenant, je vais vous parler un peu de cartographie de Wardley, je vais insister sur l'axe d'évolution, qui va nous aider à prendre des décisions stratégiques. Pourquoi c'est intéressant, la modélisation de l'axe d'évolution ? Parce qu'en fonction des endroits où on se trouve, vous voyez, on a des espaces ici, sur la carte. Donc ici, on va se trouver dans un espace exploratoire, et ici, on va se trouver dans un espace industriel. Donc on a l'exploratoire et l'industriel. Si vous avez lu des bouquins de stratégie, genre Blue Ocean Strategy, etc., le Blue Ocean, on va être quelque part par ici. Et puis ici, on va être plutôt dans le Red Ocean. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fonction des éléments où on se trouve dans la carte, ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Notamment, je prends un exemple, qui disait ça ce matin ? Je crois que c'était Simon, qui disait personne ne nous demande de fiabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle est acquise quand on fait un produit. Oui, quand on fait un produit, quand on fait ici. Parce que quand on est ici, en phase de développement, alors on ne demande pas de fiabilité. Mais on a des propriétés des composants qui sont là, qui fait qu'une des propriétés fait qu'on va tolérer l'erreur. Et plus ça va aller, et moins on va tolérer l'erreur. C'est un exemple de propriété qui va nous permettre d'analyser la carte. Et des propriétés, il y en a plein. Et il y a même, pour faire simple, il y a même une anti-sèche. Là, vous n'arrivez pas à lire, mais comme de la même manière qu'Adrien, je vais dire que c'est normal. J'enlève ça. Hop. Il y a même une anti-sèche. Alors, anti-sèche, c'est quoi ? Elle nous donne les quatre stages de l'évolution, les 4 étapes de l'évolution. Sur le côté, on a des caractéristiques et on a des propriétés. Alors, les caractéristiques et les propriétés, je vais faire un zoom. Elles vont nous aider. Alors, on a 3 types de caractéristiques par étape de l'évolution. On a l'omniprésence, la certitude et les types de publication. Je vais m'arrêter un petit peu sur les types de publication. Pourquoi je vais m'arrêter sur les types de publication ? Parce que c'est un système intéressant qui va nous permettre à nous, techniciens et architectes, d'évaluer un composant sur la carte. Et comment on va l'évaluer ? On va regarder les types de publications, les éléments qui sont en phase 1
de l'évolution. Ben, ils décrivent l'émerveillement face à la nouveauté, la découverte, un territoire nouveau, inexploré, c'est bien. Ensuite, le 2, on focus sur la construction, l'élaboration. En 3, on focus sur la maintenance et les opérations. Et le dernier, on focus sur l'utilisation. En quoi ça m'aurait aidé de savoir ça en termes de stratégie ? Par exemple, mais surtout si je reprends mon exemple de SRE, en 2017, quand Google a publié son livre, qui a lu le livre SRE ? Pas beaucoup de gens. Vous savez ce qu'il raconte globalement ? Il raconte l'émerveillement face à la nouveauté, il explique à quel point le SRE c'est bien et à quel point c'est utile chez Google. Et donc en 2017, le SRE, on était en phase 1 de l'évolution. Vous savez ce qu'il a fait décoller, entre autres ? C'est que 2 ans plus tard, Google a publié un livre qui s'appelle le SRE Workbook. Et vous savez ce qu'on apprend dans le SRE Workbook ? Ben, on a des recettes pour construire les SLO, on focus sur la construction, l'élaboration, etc. On était passé en phase 2. Et Google avait poussé son livre pour passer en phase 2. Et là, on savait qu'on avait peut-être un marché, et là, on commençait à avoir notre marché qui commençait à monter, et là, on pouvait se placer. Et là, moi, à titre personnel, moi, je suis toujours un peu trop en phase 1. Je fais du data mesh depuis 3 ans. Donc, toujours en phase 1, là, quand on commence à regarder, si on commence juste à placer sur notre axe d'évolution de différents composants, on se dit, il y a quoi comme publication ? On peut faire quoi ? Kubernetes, c'est pareil. Hein. Vous regardez Kubernetes, vous faites l'expérience, donc là, vous prenez l'émerveillement, les notions de Kubernetes, phase 2, Kubernetes the hard way, quel CI tower ? Construisez Kubernetes from scratch, craft, phase 2. Après, maintenance opération, on commence à avoir des distributions. Focus sur l'utilisation, maintenant les Kubernetes, on les a complètement abstraits. Ils ont fait toute la chaîne. Et là, ça nous aide. Où est-ce qu'on se situe ? Et comment ça nous aide ? Une fois qu'on a posé nos composants sur la carte, on a différentes propriétés. Alors, je ne les ai pas toutes reprises, il y en a quelques-unes qui sont posées sur la carte. Alors, on voit que quand on est en genèse, on a un marché qui est non défini, on ne sait pas où on va, et on cherche une valeur ajoutée future. Donc là, on est dans l'investissement. Donc là, on ne parle pas de ROI. On investit, on se dit, t'inquiète pas, ce projet-là, ces choix-là, ils vont me rendre riche. Après, et on tolère l'échec. Après, on a un échec modéré, on a un marché en formation, après marché en croissance, etc. Et le dernier qui est important, après, on travaille sur le volume. Et là, quand on voit un composant où on travaille sur le volume, on se dit, là, la valeur que je vais apporter, c'est peut-être en baissant les prix, c'est peut-être en travaillant plus efficacement, c'est peut-être en allant chercher un produit sur le marché et peut-être pas en le réinstanciant soi-même. Donc voilà les éléments importants d'une carte de Worley, voilà ce que nous apprend une carte. C'est vraiment intéressant. De la même manière sur les méthodes. L'agilité partout. Non. L'agilité, je sais pas l'agilité ici, enfin, bof quoi. On est en train d'essayer, on est dans quelque chose qui est... L'agilité c'est bien, ici. Alors ici, c'est le monde des startups. Alors, c'est un monde que je connais un petit peu moins. L'agilité, c'est super bien ici parce que on tolère un peu l'échec, mais un peu moins. On est en train de construire des choses itératives et notre but, ça va être de passer notre composant de là à là. Et on va passer de l'agilité au mode produit, ça va être bien. Et puis après, une fois qu'ils seront en mode produit, on va chercher à l'industrialiser et en tirer le maximum de profit et on va passer là. Donc c'est aussi intéressant pour ça, savoir quelle méthode utiliser, comment on va appliquer nos systèmes. Et ça, encore une fois, ça nous permet d'aider à nous décider. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça m'aide. Hop. Alors, construire une carte. Comment construit-on une carte ? Là, j'ai essayé de vous représenter un petit peu une carte comme un support stratégique. C'est une façon de penser. Je vous assure, ce modèle, moi, il a façonné ma pensée. Alors, c'est pas aussi systématique que ça, mais moi je pense toujours, quand j'ai une discussion en disant oui, ça c'est en genèse, oui, ça c'est en phase 2 de l'évolution, oui, ça par rapport à la valeur, en fait la carte je la visualise. C'est assez simple de se visualiser une carte, c'est plus difficile de travailler de manière collaborative. Par contre, c'est ce qu'il faut faire, travailler de manière collaborative. Comment on construit une carte ? Alors, sans grande surprise, on se définit un objectif. Pourquoi on existe ? Alors c'est notre why of purpose, on va essayer de travailler sur notre cartographie en rapport avec notre business et notre métier. Et ensuite on va définir la portée, qu'est-ce qu'on cartographie ? Ce matin, dans la présentation de Romain et Adrien,
vous avez vu à un moment un mind map. Et dans le mind map, il y avait des éléments en bleu. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va prendre en entrée, des choses qu'on va vouloir cartographier, parce que c'est les éléments qu'on a jugés importants, c'est des éléments de contexte. Et pourtant, je ne l'ai pas lu, le mind map, parce que comme vous, c'était petit. Donc on va définir la portée. Ensuite, on va définir nos utilisateurs, qui sont-ils, avec qui sont les gens qui interagissent avec les choses qu'on a mappées. Et puis leurs besoins, on décrit la chaîne de valeur et on pose la carte. Alors, je l'ai dit, simple, c'est compliqué. Faire une carte, c'est à la fois facile, mais dans notre mentalité d'ingénieur, c'est très perturbant, parce qu'on a envie d'un résultat. Le meilleur résultat d'une carte, ce n'est pas la carte. C'est la discussion qu'on a autour de la carte. Pareil, Romain, ce matin, parlait de... Alors, il n'a pas dit dépassionner le débat, mais il y a des gens qui sont très forts, très charismatiques pour raconter des choses nulles, et des gens qui sont très nuls pour raconter les choses bien. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il l'a dit, mais il l'a dit mieux que moi, mais j'ai bien aimé. La carte, c'est bien, parce que ça met les gens d'accord. On challenge la carte ensemble, pas celui qui raconte l'histoire. C'est pour ça que c'est un travail collaboratif. J'insiste. C'est vraiment important, parce que si vous avez quelqu'un de charismatique, il va vous raconter une histoire et je vais essayer de vous convaincre que FreeBSD, c'est l'avenir. Je vais essayer de vous convaincre. Si je suis très bon, peut-être que je vais y arriver. Et si vous me dites non, pas du tout, c'est pas FreeBSD que vous vous opposez, c'est à moi, à travers mon histoire. Là, si vous dites non, c'est pas là qu'on pose, je pense que c'est plutôt par là, on challenge la carte. Vous me challengez plus moi. C'est pour ça que c'est intéressant de construire une carte. Et c'est pour ça que le résultat, des fois, il est pas celui qu'on attend. Donc, en guise de conclusion, on en avance, je pense. Non, ça va, il y a des questions après. En guise de conclusion, moi, c'est vraiment un modèle que j'utilise et que je vous invite à utiliser. Alors, je voulais que vous le compreniez parce qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent autour des cartes de Wardley. Notamment, on complète comme on a un espace en 2 dimensions, on complète les espaces avec les notions de domaine. On peut faire apparaître les équipes qui travaillent plus en bas sur des choses, on va dire, moins de valeur vis-à-vis du client final. Et on fait une autre projection, ça a plus de valeur. On met du team topologies. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Et je vous trouvais ça intéressant de vous partager ça parce qu'en tant qu'architecte, on a tous des choix à faire. Moi, je vous ai parlé de mes choix pour rester un petit peu vendable sur le marché, mais on a des choix à faire pour nos composants technologiques. Est-ce qu'on prend un système sur étagère? Est-ce qu'on le doit développer à la main? C'est quoi notre avantage concurrentiel? Qu'est-ce qu'on doit aller défendre auprès du CEO ou du CTO quand il va nous demander de défendre le budget? Et donc, cet outil est imparfait. Et Simon Wardley lui-même le sait. Mais aujourd'hui, c'est le seul vraiment exploitable que je connaisse. Alors, il y aura mieux. Et ce sera génial. Et pourquoi je dis c'est le seul vraiment exploitable? Parce que pour s'orienter, pour faire des choix, on peut aussi regarder d'autres choses. Alors ça, c'est le paysage de la CNCF. Enfin, et encore, il a dû bouger parce que l'image doit avoir 3 mois. Et donc, pour savoir où aller demain, pour savoir où investir, je peux regarder ça et dire je sais pas. Ou alors, dans les composants que vous allez devoir choisir pour vos architectures, vous allez faire je ne sais pas. Mais pourtant, il y a un truc qui est affiché ici. Pourtant, ils le disent, hein, ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai zoomé. Ils disent « This landscape is intended as a map ». Alors, si vous avez suivi le talk, moi, avec une carte comme ça, je vais nulle part. Et quand vous allez rentrer chez vous, utilisez plutôt une carte qu'un plan de la CNCF ou un SWOT. Donc, 3 choses que je voudrais que vous emmeniez avec vous ce soir, juste avant d'aller boire un verre pour le cocktail et prolonger les discussions. Quelques conclusions. Double question de la stratégie. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais vraiment, le nombre de fois où « Allons-y ! Pour faire quoi? Allons-y! Pour faire quoi? Bon, on y va. Ok. On est arrivé? Je ne sais pas. » Donc la stratégie, c'est comprendre et se rappeler les règles du jeu avant les actions. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre métier? C'est quoi nos clients? Et ensuite, c'est une mise en mouvement.
Un plan stratégique, on a beau faire, on peut faire du save, mettre des initiatives, des épiques, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas la vision stratégique de l'entreprise en tête, on n'ira nulle part. Et les entreprises qui fonctionnent, qui ont du succès, tout ce qu'elles font, elles ont ça en tête. Ça n'empêche pas de faire des découvertes, de faire des explorations. En tout cas, on garde ça en tête. La cartographie, c'est plus qu'une histoire. Alors, vous êtes reçu par une boîte de conseils. Et un consultant, ça aime bien les outils. Une carte de Wordley, ce n'est pas un outil qu'on utilise pour illustrer un propos avec lequel on veut convaincre les gens. C'est un outil d'alignement autour d'une réalité souvent surprenante. Et quand je dis surprenante, alors quand je dis c'est pas un outil... si moi je vous fais une carte de Wordley, alors là, j'ai essayé de vous convaincre des merveilles, on est plutôt en stade 1 de l'évolution, j'ai essayé de taper le stade 2. Si moi je veux vous convaincre de quelque chose, je vais faire une carte, je vais dire non, pas du tout, tu ne devrais pas faire ça, puis je vais placer les composants un peu n'importe comment, puis je vais faire, t'as vu, la carte le dit. Ça, c'est du bullshit de consultant. Si on fait ça, on a perdu. Non, l'idée c'est de s'aligner ensemble et dire, ah, quand je dis une réalité surprenante, la carte nous dit que. Une carte, ça doit être collaboratif, moi il m'arrive d'en faire tout seul, et je sais que la carte est bien quand elle me surprend. Quand je voulais lui faire dire un truc, je dis je vais me poser sur une carte, on va bien le voir apparaître, et d'un coup, l'honnêteté me pousse à dire ah non, ce composant, il n'est pas là, il est là. Il n'est pas en genèse, il est vraiment plus avancé que ça. Et là, je me trompe, et là, la carte me dit des choses. Donc une cartographie, c'est plus qu'une histoire, c'est une construction, c'est comme les event storming. Vous n'achetez pas une carte, vous achetez une discussion, vous achetez un alignement, ensemble. Et le dernier, c'est, je le répète tout le temps, alors moi je suis lillois, avec mon équipe à Lille, j'adore ça, parce que je dis tous les modèles sont faux, ils font certains sont utiles, j'aime bien ça. Donc tous les modèles sont faux, certains sont utiles, le modèle de l'évolution, il est forcément faux. Moi je le trouve très utile. Il est utile pour comprendre où vont les composants, comment ils vont évoluer. La vitesse où ils vont dépendre de l'offre et la demande. Vous savez, on n'a pas parlé encore des climatic patterns, on n'a pas parlé des doctrines, mais une doctrine très simple. Tout évolue en fonction de l'offre et de la demande. On est dans un marché concurrentiel, alors je ne parle pas des systèmes non concurrentiels, etc., mais tout évolue en fonction de l'offre et la demande. Donc les composants vont tous évoluer ou mourir. Il y en a qui ne vont pas jusqu'à commodité, ils meurent avant. Ça arrive. Mais en tout cas, ceux qui ne sont pas morts, ils vont tous évoluer. Faire la commodité, c'est qu'une question de temps. La vitesse à laquelle ils y vont, ok, c'est autre chose. Et au moins, on a ce modèle-là. Donc il est faux, mais il est utile. Voilà ce que je voulais vous raconter sur la stratégie, sur les cartes de Wordley. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, hop, there's a better way, toujours. Donc si vous voulez inventer une carte. Merci.